L'automne de 1875 enveloppait Lausanne d'un voile de brouillard épais qui montait du lac Léman, comme les âmes tourmentées d'un passé oublié. Dans les rues pavées de la vieille ville, les lampes à gaz jetaient des lueurs tremblantes sur les façades de pierre, créant des ombres qui semblaient danser au rythme d'une mélodie macabre. C'était dans cette atmosphère pesante que se dressait la demeure des Fournier, une bâtisse de 3 étages, aux volets toujours clos, située dans le quartier de Montbenon, loin des regards indiscrets de la bourgeoisie lausannoise. Bernard Fournier, homme de 42 ans, aux cheveux prématurément gris et aux yeux d'un bleu glacial, était connu dans les cercles commerciaux comme un marchand de vin prospère. Sa réputation était celle d'un homme discret, peut-être un peu austère, mais respectable selon les critères de l'époque victorienne qui régnait alors sur l'Europe. Personne ne se doutait que derrière cette façade soigneusement entretenue se cachait un monstre d'une cruauté inouïe. La demeure Fournier respirait l'isolement volontaire. Les hautes fenêtres du premier étage demeuraient perpétuellement occultées par d'épais rideaux de velours bordeaux, ne laissant filtrer qu'une lumière parcimonieuse. Le jardin, autrefois probablement entretenu, était désormais envahi par une végétation sauvage qui formait une barrière naturelle avec le monde extérieur. Les rosiers, jadis éclatants, se dressaient maintenant comme des sentinelles épineuses, leurs branches nues griffant l'air automnal. À l'intérieur de cette prison domestique vivaient Amélie, 10 ans, et Geneviève, 8 ans, les 2 filles de Bernard. Leurs mères respectives avaient mystérieusement disparu quelques années auparavant, officiellement mortes en couches selon les déclarations de leur père aux autorités locales. Les fillettes, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux verts hérités de leur mère défunte, évoluaient dans un univers clos où leur père était à la fois le maître absolu et l'unique référence. L'atmosphère de la maison était oppressante. Les couloirs, tendus de papier peint à motifs floraux fanés, craquaient sous le poids du silence. L'odeur de renfermé se mêlait aux effluves de vin qui imprégnaient les vêtements de Bernard, créant un parfum écœurant qui collait au mur comme une malédiction. Dans le salon principal, un pianoforte trônait sous une housse poussiéreuse, vestige d'une époque plus heureuse où la musique résonnait peut-être encore entre ses murs. Bernard avait instauré des règles strictes dans sa demeure. Les filles ne sortaient jamais seules, ne recevaient aucune visite, et leur éducation se limitait aux leçons qu'il leur prodiguait personnellement. Il leur avait expliqué que le monde extérieur était dangereux, rempli de gens malveillants qui leur feraient du mal si elles s'aventuraient dehors sans sa protection. Cette manipulation psychologique, savamment orchestrée, avait transformé les petites en prisonnières consentantes de leur propre foyer. Les journées suivait un rituel immuable. Le matin, Bernard descendait de sa chambre située au 2e étage, toujours vêtu de son costume sombre, impeccablement repassé. Il prenait son petit déjeuner seul dans la cuisine, tandis que les filles attendaient sagement dans leurs chambres respectives qu'il vienne les chercher pour leurs leçons quotidiennes. Ces leçons avait lieu dans une pièce du rez-de-chaussée qu'il avait aménagée en classe improvisée, avec un tableau noir et 2 petits pupitres de bois. Mes chers enfants, commençait-il invariablement de sa voix grave et mesurée, l'éducation est la clé de votre salut. Sans elle, vous ne seriez que des créatures ignorantes, à la merci des prédateurs qui rôdent à l'extérieur de ces murs protecteurs. Amélie, l'aînée, montrait déjà des signes de questionnement malgré son jeune âge. Ses yeux verts pétillaient d'une intelligence précoce qui n'échappait pas à son père. Elle osait parfois poser des questions sur le monde extérieur, sur d'autres enfants qu'elle apercevait par les fenêtres lors de leurs rares sorties accompagnées au marché. « Papa » avait-elle demandé un jour d'octobre, alors que les premières neiges commençaient à saupoudrer les toits de Lausanne. « Pourquoi les autres enfants vont-ils dans ces grands bâtiments avec des cloches ?» Bernard s'était figé, sa main serrant plus fort le verre de vin qu'il tenait. « Ces lieux sont dangereux, ma fille. Ce sont des endroits où l'on corrompt l'esprit des innocents. Tu es bien mieux ici, sous ma protection.
Geneviève, plus jeune et naturellement plus timide, acceptait sans questionnement l'autorité paternelle. Elle passait ses journées à jouer avec une poupée de porcelaine aux cheveux dorés, la seule compagnie qui lui était autorisée en dehors de sa sœur. Cette poupée, qu'elle avait baptisée Margot, était devenue sa confidente silencieuse, témoin muet des premiers signes inquiétants du comportement de Bernard, car déjà, à cette époque, le père manifestait des gestes déplacés envers ses filles. Sous prétexte de les protéger et de s'assurer de leur pureté, il avait institué des rituels d'inspection corporelle qu'il présentait comme des examens médicaux nécessaires. Ces moments, qui avaient lieu le dimanche soir dans la salle de bain carrelée de blanc, marquaient le début d'une spirale infernale qui allait durer plus de 2 décennies. La société lausannoise de 1875 était régie par des codes sociaux stricts qui privilégiaient la discrétion et la respectabilité. Les familles bourgeoises préféraient ignorer les rumeurs plutôt que de risquer un scandale qui pourrait ternir leur réputation. Cette mentalité faisait le jeu de prédateurs comme Bernard, qui savait exploiter cette hypocrisie sociale pour masquer ses crimes. Monsieur Dutoit, le voisin le plus proche, un horloger à la retraite aux tempes grisonnantes, avait bien remarqué l'étrangeté de la famille Fournier. Il n'était pas rare qu'il entende, par les soirées d'hiver, des pleurs étouffés provenant de la demeure voisine. Mais conformément aux usages de l'époque, il préférait attribuer ces bruits à des chagrins ordinaires plutôt que d'imaginer la terrible réalité. « Ma femme », confiait-il parfois à son épouse Marguerite, une dame pieuse aux cheveux blancs, toujours coiffée en chignon. « Il me semble que ces petites filles pleurent souvent. Peut-être que Monsieur Fournier est un père trop strict. »« Voyons, Édouard, » répondait invariablement Marguerite en reprisant ses bas près de la cheminée. « Chaque père élève ses enfants comme il l'entend. Ce ne sont pas nos affaires. » Cette indifférence collective créait un cocon protecteur autour des agissements de Bernard. Les rares fois où les fillettes apparaissaient en public lors des courses hebdomadaires au marché de la Palude, leur comportement inhabituel, regard baissé, silence complet, proximité excessive avec leur père, était interprété comme de la timidité naturelle, plutôt que comme les signes d'une terreur profonde. Madame Rosier, la boulangère du quartier, une femme corpulente au sourire maternel, gardait néanmoins un œil attentif sur cette famille particulière. Son instinct maternel, aiguisé par des années passées à observer les familles du quartier, lui soufflait que quelque chose n'allait pas chez les Fournier. « Ces petites sont si pâles !» murmurait-elle à son mari Henri, un homme au caractère jovial, qui pétrissait le pain depuis l'aube. « Et avez-vous remarqué comme elles sursautent au moindre bruit? Ce n'est pas normal pour des enfants de leur âge. » Henri, les mains encore blanches de farine, haussait les épaules avec philosophie. Peut-être qu'elles sont simplement délicates. Après tout, elles ont perdu leur mère si jeune. Cela marque un enfant. Mais Madame Rosier n'était pas convaincue. Elle avait vu trop d'enfants dans sa vie pour ne pas reconnaître les signes de la peur. Il y avait dans les yeux d'Amélie et de Geneviève une gravité qui n'appartenait pas à l'enfance, une maturité forcée qui la mettait mal à l'aise. L'hiver de 1875 s'installait progressivement sur Lausanne, apportant avec lui des journées plus courtes et des nuits interminables. Dans la demeure Fournier, cette saison marquait le début d'une nouvelle phase dans l'horreur quotidienne vécue par les 2 fillettes. Bernard, peut-être enhardi par l'isolement naturel que procurait la mauvaise saison, commençait à franchir des lignes qu'il n'avait encore jamais osé dépasser. C'est par une soirée de décembre, alors que le vent du lac faisait gémir les volets de la maison, que Bernard pénétra pour la première fois dans la chambre d'Amélie après l'avoir couchée. La fillette, réveillée par le grincement de la porte, aperçut la silhouette de son père se découpant dans l'encadrement, éclairée par la faible lueur de la bougie qu'il tenait à la main. « N'aie pas peur, ma chérie, » murmura-t-il de sa voix devenue étrangement douce. « Papa vient seulement s'assurer que tu vas bien. » Ce qui se passa ensuite dans cette chambre d'enfant, aux murs ornés de papier peint à petites fleurs roses, marqua le début du calvaire qui allait définir les 23 années suivantes de la vie d'Amélie et de Geneviève. Les gestes de Bernard, d'abord présentés comme des marques d'affection paternelle,
dépassèrent rapidement le cadre de ce qui était acceptable, même selon les critères de l'époque. L'innocence des fillettes, leur confiance naturelle envers l'autorité paternelle, facilitèrent cette première transgression. Bernard savait exactement comment manipuler leurs émotions, alternant menaces voilées et fausses tendresses pour maintenir leur silence et leur soumission. Il leur expliquait que ces jeux spéciaux étaient normaux entre un père et ses filles, que c'était une preuve d'amour particulier qu'elles devaient garder secrète. « Si tu en parles à quelqu'un », avait-il chuchoté à l'oreille d'Amélie, sa main posée sur sa gorge dans un geste qui se voulait tendre, mais qui contenait une menace implicite. « Les gens ne comprendraient pas. Ils pourraient nous séparer et tu ne voudrais pas perdre ta famille, n'est-ce pas ?» La manipulation psychologique était d'une efficacité redoutable. Les fillettes, privées de tout point de référence extérieure, acceptaient les explications de leur père comme des vérités absolues. Elles ne possédaient ni le vocabulaire ni la compréhension nécessaire pour identifier ce qui leur arrivait comme des agressions. Dans leur univers mental, tout ce que faisait papa était par définition correct et bienveillant. Ainsi se termina cette première année de calvaire pour la famille Fournier. 1875 s'achevait dans les brumes glacées du lac Léman, emportant avec elle les derniers vestiges de l'innocence d'Amélie et de Geneviève. La demeure de Montbenon, avec ses volets clos et ses secrets inavouables, s'apprêtait à devenir le théâtre d'horreur qui défierait l'imagination et marquerait à jamais l'histoire criminelle de la Suisse. Les cloches de la cathédrale de Lausanne sonnaient le réveillon du Nouvel An, leurs échos se perdant dans la nuit froide. Mais pour les deux petites prisonnières de leur propre foyer, ces carillons n'annonçaient pas l'espoir d'une nouvelle année, mais plutôt la continuation d'un cauchemar qui ne faisait que commencer. Dans les rues enneigées de la ville, les bourgeois célébraient dans leurs salons chauffés, ignorant qu'à quelques pas de leur festivité, un drame d'une ampleur inouïe se jouait dans le silence complice de l'indifférence sociale. L'affaire Fournier venait de naître, et avec elle, l'une des pages les plus sombres de l'histoire judiciaire suisse. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Les années qui suivirent, cette fatidique soirée de décembre 1875, virent s'installer une routine d'horreur dans la demeure des Fournier. Bernard, désormais libéré de ses derniers scrupules, développa un système d'oppression d'une sophistication terrifiante. Il avait transformé sa propre maison en une prison parfaite, où chaque élément était conçu pour maintenir ses victimes dans un état de soumission totale. L'hiver de 1876 apporta les premières transformations physiques de la demeure. Bernard fit installer de lourds verrous à l'intérieur des chambres de ses filles, officiellement pour leur sécurité, mais en réalité pour pouvoir les enfermer à sa guise. Il aménagea également le sous-sol de la maison, une cave humide aux murs de pierre brute qu'il transforma en ce qu'il appelait pompeusement sa cave d'éducation. Cette cave, éclairée uniquement par quelques bougies disposées dans des niches creusées dans la pierre, devint le théâtre principal des sévices que subissaient Amélie et Geneviève. Les murs suintaient constamment à cause de l'humidité du lac tout proche, créant une atmosphère malsaine qui ajoutait à l'horreur psychologique du lieu. Bernard y avait installé un lit de fortune, une table en bois grossier et quelques chaises branlantes. « Mes chères filles », leur expliquait-il avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer la cruauté de ses intentions. Cette salle spéciale est réservée à notre éducation familiale. C'est ici que vous apprendrez les vraies leçons de la vie. Amélie, maintenant âgée de 11 ans, commençait à développer une compréhension confuse de ce qui lui arrivait. Son corps d'enfant subissait des transformations prématurées sous l'effet du stress et des traumatismes répétés. Elle avait perdu sa joie naturelle et ses sourires étaient devenus rares, remplacés par une gravité inquiétante pour son âge. Ses cheveux, autrefois brillants, avaient perdu leur éclat et son regard vert s'était voilé d'une mélancolie profonde. Geneviève, de son côté, développait des mécanismes de défense différents. À 9 ans, elle semblait s'être réfugiée dans un monde intérieur où la réalité ne pouvait plus l'atteindre.
Elle parlait de moins en moins, préférant communiquer par geste ou par regard. Sa poupée Margot était devenue son seul refuge, et elle refusait de s'en séparer, même pendant les leçons de leur père. Bernard avait perfectionné ses techniques de manipulation au fil des mois. Il alternait savamment récompense et punition, créant chez ses filles un état de dépendance psychologique totale. Quand elles se montraient dociles, il leur offrait de petites douceurs, des bonbons rapportés du marché, un nouveau ruban pour leurs cheveux, ou l'autorisation de rester éveillées un peu plus tard. Mais la moindre résistance était immédiatement sanctionnée par des châtiments d'une cruauté raffinée. La désobéissance, leur répétait-il inlassablement, est le péché le plus grave qu'une fille puisse commettre envers son père. Dieu lui-même me donne le droit de vous corriger comme je l'entends. Bernard utilisait la religion comme un instrument de contrôle supplémentaire. Il avait créé sa propre interprétation des Écritures, dans laquelle l'obéissance absolue au Père était présentée comme un commandement divin. Chaque dimanche, il organisait des offices familiaux dans le salon, où il lisait des passages bibliques soigneusement sélectionnés pour justifier son autorité absolue. L'isolement des fillettes devenait de plus en plus total. Bernard avait cessé de les emmener au marché, prétextant qu'elles étaient trop fragiles pour supporter l'air extérieur. Il se chargeait seul des courses, ne laissant jamais ses filles sans surveillance. Les rares fois où quelqu'un frappait à la porte, un livreur, un voisin, un colporteur, il leur ordonnait de se cacher au sous-sol jusqu'à son départ. Cette stratégie d'invisibilisation portait ses fruits. Progressivement, les habitants du quartier oublièrent jusqu'à l'existence d'Amélie et de Geneviève. Monsieur Dutoit, le voisin horloger, finit par ne plus entendre les pleurs nocturnes, soit parce qu'ils avaient cessé, soit parce qu'il avait appris à ne plus y prêter attention. Madame Rosier, la boulangère, continuait parfois à s'inquiéter de ne plus voir les petites filles, mais ses questions à Bernard recevaient toujours des réponses plausibles. « Mes filles sont souffrantes », expliquait-il avec un air de préoccupation parfaitement joué. « Le médecin m'a recommandé de les maintenir au repos complet. Vous comprenez, après la perte de leur mère, elles sont d'une constitution très délicate. » En réalité, aucun médecin n'avait jamais examiné Amélie ou Geneviève. Bernard se chargeait personnellement de tous leurs soins, y compris des plus intimes. Il avait acquis quelques connaissances médicales rudimentaires en consultant des ouvrages dans les librairies de Lausanne, suffisamment pour traiter les blessures et les maux qu'il infligeait lui-même à ses victimes. L'année 1878 marqua un tournant dramatique dans cette tragédie familiale. Amélie, désormais âgée de 13 ans, commençait à montrer les premiers signes de la puberté. Cette transformation physique éveilla chez Bernard des pulsions encore plus sombres. Il intensifia ses visites nocturnes, prétextant qu'il devait surveiller le développement de sa fille pour s'assurer qu'elle grandisse correctement. « Tu deviens une femme, ma chérie », lui disait-il en parcourant son corps d'enfant de ses mains calleuses. « Et en tant que ton père, il est de mon devoir de t'enseigner ce qu'une femme doit savoir pour rendre son mari heureux. » Ces enseignements prenaient la forme d'agressions de plus en plus violentes et explicites. Bernard justifiait chacun de ses gestes par une logique perverse qui transformait ses crimes en actes d'amour paternel. Il avait créé un univers mental où l'inceste devenait non seulement acceptable, mais nécessaire à l'éducation de ses filles. Geneviève, observant les changements dans le comportement de son père envers sa sœur aînée, développait une terreur anticipatoire de ce qui l'attendait quand viendrait son tour. À 11 ans, elle gardait encore l'apparence d'une enfant, mais elle savait instinctivement que cette protection temporaire ne durerait pas éternellement. Les deux sœurs avaient développé un langage secret fait de regards et de gestes pour communiquer sans alerter leur père. Elles se soutenaient mutuellement dans l'épreuve, partageant leurs peurs et leurs espoirs timides. Amélie, malgré son jeune âge, avait pris le rôle de protectrice de sa cadette, essayant de détourner l'attention de Bernard sur elle pour épargner Geneviève le plus longtemps possible. « Ne pleure pas, petite sœur », chuchotait-elle lors des rares moments où elles étaient seules. « Un jour nous partirons d'ici, un jour nous serons libres.
Mais cette liberté semblait de plus en plus hypothétique à mesure que les années passaient. Bernard renforçait constamment son contrôle, anticipant chaque tentative d'évasion ou de rébellion. Il avait installé des systèmes d'alarme rudimentaires, des grelots attachés aux portes et aux fenêtres qui l'alertaient du moindre mouvement nocturne de ses prisonnières. L'année 1880 apporta une nouvelle dimension d'horreur à leur calvaire. Amélie, maintenant âgée de 15 ans, tomba enceinte pour la première fois. Cette grossesse, fruit des viols répétés de son père, fut accueillie par Bernard comme une victoire personnelle, la preuve tangible de sa domination totale sur sa fille. « Tu vois, » lui disait-il en caressant son ventre qui s'arrondissait, « tu portes en toi la continuation de notre lignée. C'est le plus beau cadeau qu'une fille puisse faire à son père. » Amélie, terrifiée par ce qui lui arrivait, ne comprenait pas entièrement les implications de son état. Elle n'avait reçu aucune éducation sur la reproduction humaine en dehors des explications déformées de son père. La grossesse était présentée comme une bénédiction divine, une récompense pour sa bonne conduite. Bernard prit soin personnellement de cette première grossesse, consultant discrètement des manuels d'obstétrique et achetant les fournitures nécessaires sans éveiller les soupçons. Il avait transformé une partie du sous-sol en infirmerie improvisée, où il comptait procéder à l'accouchement sans faire appel à une sage-femme ou à un médecin. Les mois de grossesse d'Amélie furent marqués par une intensification des violences psychologiques. Bernard alternait entre des moments de tendresse possessive, où il traitait sa fille enceinte comme une épouse bien-aimée, et des accès de colère terrifiante quand elle ne répondait pas à ses attentes. Il avait établi un régime strict pour elle, contrôlant son alimentation, ses activités et même ses pensées. « Cet enfant, lui répétait-il, est notre secret le plus précieux. Si quelqu'un découvrait notre bonheur, ils essaieraient de nous le voler. Tu ne veux pas qu'on nous sépare, n'est-ce pas ?» Geneviève assistait impuissante à la transformation de sa sœur. À 13 ans, elle comprenait désormais parfaitement ce qui l'attendait. Elle voyait dans le ventre rond d'Amélie l'image de son propre avenir, et cette perspective la plongeait dans une mélancolie profonde qui inquiétait même Bernard. L'accouchement eut lieu par une nuit d'hiver de 1881, dans le sous-sol humide transformé en salle de torture médicale. Bernard, armé de ses connaissances livresques et de sa détermination fanatique, procéda à la délivrance de sa fille avec une brutalité qui faillit coûter la vie à la mère et à l'enfant. Les cris d'Amélie résonnèrent dans toute la maison, mais les murs épais et l'isolement de la demeure empêchèrent tout voisin de les entendre. L'enfant qui naquit cette nuit-là était une fille pâle et chétive, marquée par la consanguinité mais vivante. Bernard la prit dans ses bras avec un mélange de fierté et de possessivité qui glaçait le sang. Il l'avait déjà baptisée mentalement, Céleste, car elle représentait à ses yeux la perfection de son projet dynastique. « Regarde ce que nous avons créé ensemble, » dit-il à Amélie, épuisée, en lui présentant le nourrisson. « Elle est le fruit de notre amour pur, non contaminé par le monde extérieur. » Cette naissance marquait le début d'une nouvelle phase dans l'horreur domestique des Fournier. Bernard avait désormais une troisième victime potentielle, et ses ambitions dynastiques ne faisaient que commencer. Il envisageait déjà d'autres grossesses, d'autres enfants, pour créer ce qu'il considérait comme une lignée parfaite, entièrement sous son contrôle. Les années suivantes virent se succéder grossesses et accouchements dans le plus grand secret. Amélie porta 6 autres enfants entre 1881 et 1885, dont 3 survécurent aux conditions précaires de leur naissance. Geneviève, devenue à son tour victime des agressions de son père à partir de 1883, connut sa première grossesse l'année suivante, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Chaque naissance était célébrée par Bernard comme un triomphe personnel, mais pour les 2 femmes, elles représentaient autant de chaînes supplémentaires qui les liaient à leur bourreau. Les enfants, élevés dans l'ignorance de leur véritable filiation, appelaient Amélie et Geneviève maman et Bernard grand-papa, perpétuant ainsi le mensonge familial orchestré par le patriarche. La demeure de Montbenon était devenue une ruche dysfonctionnelle où s'entassaient désormais plusieurs générations issues du même géniteur.
Bernard régnait en maître absolu sur cette progéniture qu'il considérait comme sa propriété personnelle, planifiant déjà les unions futures entre ses enfants, petits-enfants, pour perpétuer sa lignée maudite. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. La décennie qui s'ouvrait avec 1885 devait révéler l'ampleur véritable de la folie de Bernard Fournier. Ce qui avait commencé comme des agressions isolées s'était transformé en un système dynastique aberrant d'une complexité stupéfiante. La demeure de Montbenon abritait désormais une famille de 11 personnes, toutes liées par des liens de sang qui défient l'entendement humain. Bernard, maintenant âgé de 52 ans, avait développé une philosophie personnelle qui justifiait ses actes les plus abominables. Il se percevait comme un visionnaire, un pionnier de la purification génétique familiale, convaincu que sa méthode produirait des descendants d'une supériorité naturelle. Cette délusion grandissante l'avait conduit à tenir des journaux détaillés de ses expériences, documents qu'il cachait dans un coffre-fort dissimulé derrière une bibliothèque de son bureau. Aujourd'hui, 15 mars 1885, écrivait-il de sa plume méticuleuse, j'observe avec satisfaction les progrès de mon œuvre. Amélie porte son 7e enfant avec une résignation qui prouve sa compréhension de notre mission sacrée. Les petits grandissent en harmonie, ignorant les conventions hypocrites du monde extérieur qui corrompent les familles ordinaires. La réalité était bien différente de ces divagations. Amélie, désormais âgée de 20 ans, n'était plus que l'ombre de la fillette espiègle qu'elle avait été. Les grossesses répétées avaient ravagé son corps encore jeune, et son visage portait les stigmates d'une usure prématurée. Ses cheveux, autrefois châtain clair, avaient pris une teinte terne, et ses yeux verts s'étaient enfoncés dans leurs orbites, cernés de violet par la fatigue chronique et la malnutrition. Geneviève, à 18 ans, suivait malheureusement la même trajectoire. Sa première grossesse, en 1884, avait été particulièrement difficile, et l'accouchement clandestin pratiqué par Bernard avait failli lui coûter la vie. L'enfant, un garçon qu'elle avait appelé Paul dans son cœur, mais que Bernard avait rebaptisé Auguste, présentait des déficiences qui témoignaient des ravages de la consanguinité. Les enfants de cette union maudite grandissaient dans un environnement d'une toxicité psychologique extrême. Bernard avait créé un système éducatif personnel où il enseignait à sa descendance que leur famille était élue, différente et supérieure aux autres. Il leur inculquait une méfiance pathologique envers le monde extérieur, leur expliquant que personne ne pourrait comprendre leur bonheur familial unique. Céleste, la première née d'Amélie, était devenue, à 4 ans, une enfant étrangement mature, capable de réciter par cœur les maximes que lui enseignait Bernard sur la pureté familiale. Ses frères et sœurs, Marie-Claire, Édouard et Lucien, montraient tous des signes préoccupants de développement retardé ou de malformations mineures qui trahissaient leur origine consanguine. Le système de contrôle de Bernard avait atteint une sophistication terrifiante. Il avait divisé la maison en zones strictement délimitées, chacune réservée à des activités spécifiques. Le rez-de-chaussée servait aux leçons collectives, où il endoctrinait ses victimes. Le premier étage était réservé aux appartements familiaux, euphémisme pour désigner les chambres où il violait successivement Amélie et Geneviève. Et le sous-sol était devenu son laboratoire dynastique, où avaient lieu les accouchements et les punitions les plus sévères. « Mes chères épouses », leur disait-il désormais, sans plus se cacher derrière l'autorité paternelle, « notre famille est l'aboutissement de siècles d'évolution. Nous créons une race pure, débarrassée des contaminations extérieures. » Cette évolution du discours révélait l'ampleur de sa déconnexion avec la réalité. Bernard ne se considérait plus comme un père abusif, mais comme le patriarche d'une dynastie révolutionnaire. Il avait même commencé à rédiger ce qu'il appelait ses mémoires dynastiques, un manuscrit délirant où il exposait sa vision d'un monde gouverné par des familles purifiées selon ses méthodes. L'année 1887 marqua un tournant dramatique avec l'arrivée à maturité de Céleste.
À 6 ans, la fillette commençait à poser des questions sur l'absence d'autres enfants dans leur entourage, sur le fait qu'elle n'avait jamais vu d'école ou rencontré d'autres familles. Bernard, anticipant ces questionnements, avait préparé un arsenal de réponses qui mélangeait mensonges et manipulations psychologiques. « Ma petite étoile », lui expliquait-il en caressant ses cheveux blonds clairsemés, « les autres enfants sont malades. Ils vivent dans un monde empoisonné par la méchanceté. Toi, tu es né pur, dans l'amour parfait de notre famille. » Mais Céleste n'était pas dupe de toutes ces explications. Elle avait hérité de l'intelligence de sa mère Amélie et commençait à percevoir les incohérences dans les récits de son grand-père. Elle remarquait la tristesse permanente de sa mère, les larmes que Geneviève versait quand elle se croyait seule, les cris qui résonnaient parfois la nuit dans les couloirs de la maison. Cette lucidité naissante inquiétait Bernard, qui voyait en elle une menace potentielle à l'équilibre qu'il avait mis tant d'années à construire. Il intensifia donc sa surveillance sur la fillette, l'isolant encore davantage et multipliant les séances d'endoctrinement. Mais plus il serrait l'étau, plus Céleste développait une résistance intérieure qui l'immunisait partiellement contre ces manipulations. L'hiver 1888 fut particulièrement rigoureux à Lausanne. La neige s'accumula pendant des semaines, isolant encore davantage la demeure des Fournier du reste du monde. Cette coupure totale avec l'extérieur exacerba les tensions internes de la famille maudite. Bernard, privé de ses sorties régulières en ville, reportait toute son attention sur sa progéniture, multipliant les cérémonies familiales où il célébrait la pureté de sa lignée. Ces cérémonies, qui avaient lieu dans le salon principal transformé en temple improvisé, prenaient des allures de rituels sectaires. Bernard avait créé tout un cérémonial, avec des bougies disposées selon un ordre précis, des lectures de passages bibliques détournés de leur sens et des serments d'allégeance familiale que devaient prononcer tous les membres de la maisonnée. Nous, la famille Fournier, récitait en chœur Amélie, Geneviève et les enfants les plus âgés, jurons fidélité éternelle à notre patriarche bien-aimé. Nous promettons de préserver la pureté de notre sang et de rejeter les tentations du monde extérieur. Ces rituels traumatisaient profondément les enfants, qui ne comprenaient pas le sens de ces paroles, mais ressentaient instinctivement leur caractère malsain. Marie-Claire, alors âgée de 5 ans, développa des troubles du sommeil et des terreurs nocturnes qui la réveillaient en hurlant. Édouard, 3 ans, commença à manifester des comportements agressifs envers ses frères et sœurs plus jeunes. L'année 1890 apporta une complication majeure dans les projets de Bernard. Céleste, maintenant âgée de 9 ans, commençait à montrer des signes de développement précoce qui éveillaient chez lui des pulsions qu'il n'osait encore avouer. Il observait sa petite fille avec une attention nouvelle, notant chaque changement physique dans ses journaux secrets. « Céleste manifeste une précocité remarquable », écrivait-il. « Sa beauté naissante prouve la supériorité de notre méthode de reproduction. Bientôt, elle sera prête à contribuer activement à la perpétuation de notre lignée. » Cette évolution des pensées de Bernard terrifiait Amélie, qui voyait avec horreur se profiler pour sa fille le même destin qu'elle avait subi. Elle tenta timidement de protéger Céleste en la gardant près d'elle autant que possible, mais Bernard veillait à ce qu'aucune de ses victimes ne puisse s'isoler trop longtemps avec les enfants. « Tu ne dois pas être possessive avec notre fille », lui rappelait-il sèchement. « Elle appartient à toute la famille, et j'ai des projets spéciaux pour son éducation. » Ces projets spéciaux incluaient des leçons privées que Bernard dispensait à Céleste dans son bureau, loin des regards d'Amélie et de Geneviève. Ces séances, présentées comme un privilège accordé à la plus intelligente de sa descendance, étaient en réalité des séances de conditionnement psychologique destinées à préparer la fillette à accepter son futur rôle dans la dynastie Fournier. Pendant ce temps, la situation à l'extérieur de la demeure commençait lentement à évoluer. Les autorités lausannoises, influencées par les mouvements de réforme sociale qui parcouraient l'Europe, avaient commencé à s'intéresser de plus près aux familles isolées du canton.
Des inspecteurs sociaux nouvellement créés avaient pour mission de vérifier que tous les enfants d'âge scolaire recevaient une éducation appropriée. Monsieur Jacques Bertrand, un homme de 40 ans aux convictions progressistes, avait été nommé inspecteur pour le district de Montbenon. Ancien instituteur, il avait développé une sensibilité particulière aux signes de maltraitance infantile et n'hésitait pas à poser des questions dérangeantes aux familles qu'il visitait. Il paraît que M. Fournier a plusieurs enfants, avait-il mentionné à Madame Rosier lors de ses premières investigations dans le quartier. Pourtant, personne ne les a vus récemment. Savez-vous s'il fréquente une école privée? La boulangère, troublée par cette question, réalisa soudain qu'elle n'avait effectivement plus aperçu les enfants Fournier depuis des années. Maintenant que vous le dites, monsieur l'inspecteur, c'est étrange. Monsieur Fournier prétend qu'ils sont souvent malades, mais tout de même... Cette conversation marqua le début d'une attention officielle sur la famille Fournier qui allait progressivement resserrer l'étau autour de Bernard. Mais en 1890, ces investigations n'en étaient qu'à leur balbutiement, et le maître de Montbenon continuait à régner en tyran absolu sur son royaume de folie. L'année 1892 vit naître le 12e enfant de cette union maudite, une fille que Geneviève mit au monde dans des conditions particulièrement difficiles. L'accouchement, pratiqué comme toujours par Bernard dans son laboratoire du sous-sol, faillit tourner au drame quand la jeune femme fit une hémorragie que son père violeur ne parvenait pas à contrôler. « Tu ne peux pas mourir maintenant !» lui criait-il, tout en tentant maladroitement d'arrêter le saignement. « Notre œuvre n'est pas terminée, tu me dois encore plusieurs enfants. » Geneviève survécut de justesse à cette épreuve, mais l'enfant ne vécut que quelques heures, emporté par les malformations congénitales qui frappaient de plus en plus souvent la descendance Fournier. Cette mort marqua profondément les deux femmes, qui commencèrent à entrevoir les conséquences génétiques désastreuses du système mis en place par Bernard. « Nos enfants sont maudits », chuchota Amélie à sa sœur lors d'un rare moment d'intimité. « Ils portent en eux le poison de ces crimes. » Cette prise de conscience progressive allait jouer un rôle crucial dans les événements qui devaient bouleverser la famille Fournier dans les années suivantes. Car si Bernard s'enfonçait toujours plus profondément dans ses délires dynastiques, ses victimes développaient lentement une lucidité et une détermination qui allaient finalement le perdre. L'année 1895 s'achevait sur une famille élargie de 15 personnes, toutes prisonnières d'un homme dont la folie avait transformé une demeure bourgeoise en laboratoire de l'horreur humaine. Mais dans l'ombre, des forces commençaient à se mobiliser qui allaient bientôt faire vaciller cet empire du mal. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. L'année 1896 marqua le début de la fin pour Bernard Fournier et son royaume d'horreur. Plusieurs événements convergents allaient ébranler les fondations de son système oppressif et ouvrir la voie à la révélation de ses crimes abominables. Le premier de ces événements fut l'arrivée dans le quartier de Montbenon d'un nouveau résident qui allait jouer un rôle déterminant dans la libération de la famille Fournier. Henri Ducret, un jeune boulanger de 28 ans, avait repris l'échoppe de Madame Rosier, qui prenait sa retraite après 40 ans de service dans le quartier. Ducret, originaire de Genève, apportait avec lui des idées progressistes et une sensibilité sociale aiguisée par ses années de formation dans une ville plus cosmopolite que Lausanne. Dès ses premiers jours d'installation, il remarqua l'étrangeté de la demeure Fournier et l'isolement de ses habitants. « Cette maison me fait froid dans le dos », confia-t-il à sa femme Louise, une femme énergique de 26 ans, qui l'aidait à gérer la boulangerie. « Il y a quelque chose de malsain dans l'air autour de cette propriété. » Louise, qui avait grandi dans une famille nombreuse et aimante, était particulièrement sensible aux signes de détresse infantile. Quand Madame Rosier lui raconta l'histoire des enfants Fournier qu'on ne voyait jamais, son instinct maternel se réveilla immédiatement. « Henri, dit-elle à son mari, nous devons faire quelque chose. Des enfants qui ne sortent jamais, ce n'est pas normal. Et ce monsieur Fournier, il y a quelque chose de troublant dans son regard quand il vient acheter son pain. »
Bernard, effectivement, continuait ses visites régulières à la boulangerie, mais son comportement avait évolué au fil des années. L'isolement et ses crimes répétés avaient altéré sa personnalité de manière visible. Il parlait parfois tout seul, marmonnant des phrases incohérentes sur la pureté du sang et la mission divine de sa famille. Ses vêtements, autrefois impeccables, montraient des signes de négligence, et son hygiène personnelle s'était dégradée. « Mes enfants grandissent magnifiquement », répétait-il à Henri Ducré avec un sourire inquiétant. « Ils sont si purs, si parfaits. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ils sont parfaits. » Cette obsession de la perfection de sa progéniture sonnait faux aux oreilles d'Henri, qui avait grandi entouré de nombreux frères et sœurs. Il savait que les parents normaux ne parlaient pas de leurs enfants avec cette intensité malsaine, et il commença à noter mentalement tous les détails troublants du comportement de Bernard. L'occasion d'une première approche directe se présenta en mai 1896, quand Henri aperçut furtivement une silhouette d'enfant derrière l'une des fenêtres de la demeure Fournier. C'était Céleste, maintenant âgée de 15 ans, qui avait profité d'un moment d'inattention de Bernard pour regarder à l'extérieur. Leurs regards se croisèrent pendant quelques secondes, et Henri fut frappé par l'expression de détresse muette qu'il lut dans les yeux de l'adolescente. « Louise, dit-il à sa femme ce soir-là, j'ai vu l'une des filles Fournier aujourd'hui. Elle avait l'air terrifiée et si pâle, comme si elle ne voyait jamais la lumière du soleil. » Ce fut Louise qui eut l'idée d'organiser une visite de courtoisie sous prétexte d'apporter des pâtisseries aux nouvelles familles du quartier. Cette stratégie, socialement acceptable dans la Suisse bourgeoise de l'époque, leur permettrait d'évaluer la situation de l'intérieur sans éveiller les soupçons de Bernard. La visite eut lieu un dimanche après-midi de juin 1896. Louise, accompagnée d'Henri et portant un panier de brioches fraîches, frappa à la porte des Fourniers avec le sourire avenant d'une voisine bienveillante. Ce fut Bernard lui-même qui ouvrit, manifestement contrarié par cette intrusion inattendue. « Que voulez-vous » demanda-t-il sèchement, sans inviter ses visiteurs à entrer. « Nous sommes vos nouveaux voisins », répondit Louise avec une amabilité forcée. « Je suis Madame Ducré et voici mon mari Henri. Nous avons repris la boulangerie et nous souhaitions faire connaissance avec les familles du quartier. » Bernard, pris au dépourvu, ne pouvait refuser sans paraître grossier. Il entrebâilla la porte et fit entrer le couple dans le salon, non sans avoir jeté un regard anxieux vers l'escalier menant aux étages supérieurs. L'intérieur de la demeure frappa immédiatement les visiteurs par son atmosphère oppressante. L'air était vicié, chargé d'odeurs de renfermé et de quelque chose d'indéfinissable qui rappelait la maladie. Les meubles, bien que de qualité, étaient couverts de poussière, et une lumière blafarde filtrait à travers les rideaux constamment tirés. « Où sont vos enfants » demanda Louise avec une innocence calculée. « J'aimerais beaucoup les rencontrer. » Le visage de Bernard se crispa imperceptiblement. « Ils se reposent, » répondit-il. « Ils sont d'une constitution délicate et ne reçoivent pas de visite. » Mais à cet instant précis, un bruit de pas se fit entendre à l'étage, suivi d'un pleur de nourrisson qui perça le silence de la maison. Bernard pâlit et se dirigea précipitamment vers l'escalier. « Excusez-moi, » marmonna-t-il, « je dois voir ce qui se passe. » Pendant son absence, Henri et Louise échangèrent un regard entendu. L'atmosphère de la maison confirmait tous leurs soupçons. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans cette demeure, quelque chose qui dépassait la simple excentricité d'une famille isolée. Quand Bernard redescendit, quelques minutes plus tard, il était accompagné d'une jeune femme que les visiteurs identifièrent immédiatement comme Amélie. Celle-ci, maintenant âgée de 31 ans, portait sur son visage les stigmates d'une vie de souffrance. Ses yeux verts, autrefois pétillants, étaient devenus ternes et fuyants, et son corps amaigri témoignait d'années de malnutrition et de grossesse répétées. « Voici ma fille Amélie, » dit Bernard avec une fierté déplacée. « Elle m'aide à s'occuper des petits. » Amélie adressa un salut timide aux visiteurs, mais Louise remarqua immédiatement les détails troublants.
les mains tremblantes de la jeune femme, les marques de coups mal cicatrisées sur ses bras, et surtout ce regard désespéré qui semblait appeler au secours. « Enchanté de faire votre connaissance », dit Louise en s'approchant d'Amélie. « Vous devez être très courageuse pour élever tant d'enfants. » À ces mots, Amélie éclata en sanglots, un torrent de larmes qui semblait jaillir du plus profond de son être. Bernard, furieux, la gifla violemment devant les visiteurs médusés. « Elle est très émotive », tenta-t-il d'expliquer, mais sa voix trahissait sa panique. « Les femmes, vous savez… » Cette scène de violence gratuite confirma définitivement les soupçons d'Henri et de Louise. Ils prirent congé rapidement, prétextant ne pas vouloir déranger davantage, mais ils avaient vu tout ce qu'ils avaient besoin de voir. « Henri, » dit Louise dès qu'ils furent sortis de la maison, « cette femme est terrorisée. Et cette violence, ce n'est pas normal. Nous devons prévenir les autorités. » Mais Henri, plus prudent, savait que de simples soupçons ne suffiraient pas à convaincre la police de l'époque, peu encline à s'immiscer dans les affaires familiales. Il fallait des preuves plus solides, des témoignages plus précis. « Nous devons d'abord en apprendre davantage, » dit-il, « et peut-être trouver un moyen d'entrer en contact avec cette malheureuse. » L'occasion se présenta plus tôt qu'il ne l'espérait. Quelques jours après leur visite, Bernard se rendit à la boulangerie dans un état de nervosité extrême. Ses mains tremblaient quand il tendit l'argent pour payer son pain, et il ne cessait de jeter des regards inquiets par-dessus son épaule. « Monsieur Fournier, » dit Henri avec une sollicitude feinte, « vous n'avez pas l'air bien. Puis-je vous aider ?»« Non, non, » répondit Bernard précipitamment. « Tout va bien, ma famille va très bien même. » Mais cette protestation excessive ne faisait que confirmer le contraire. Henri décida de jouer le tout pour le tout. « Si jamais vous ou votre famille aviez besoin d'aide, dit-il en regardant Bernard droit dans les yeux, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes vos voisins, après tout. » Le message était clair, et Bernard le comprit parfaitement. Ses yeux se rétrécirent dangereusement, mais il ne pouvait rien dire sans révéler ses propres craintes. Cette confrontation psychologique marqua le début d'une guerre sourde entre Bernard et le couple Ducret. D'un côté, le maître de Montbenon renforçait sa surveillance et multipliait les menaces envers sa famille pour s'assurer de leur silence. De l'autre, Henri et Louise développaient un réseau d'observation et d'entraide qui allait progressivement révéler l'ampleur de l'horreur cachée dans la demeure Fournier. L'été 1896 fut marqué par une série de signaux de détresse que Céleste, devenue l'âme de la résistance familiale, parvint à transmettre vers l'extérieur. Profitant de moments d'inattention de Bernard, elle réussit à placer des messages de papier aux fenêtres, des mots simples comme « aide » ou « prison » qui furent aperçus par Henri lors de ses rondes de surveillance. Ces indices, ajoutés aux observations du couple et aux témoignages recueillis auprès d'autres voisins, commencèrent à former un faisceau de preuves suffisant pour alerter l'inspecteur Bertrand. Celui-ci, qui n'avait jamais abandonné ses investigations sur la famille Fournier, accueillit ces nouvelles informations avec un mélange de satisfaction et d'horreur. « Ce que vous me décrivez, » dit-il à Henri lors de leur première rencontre officielle, « correspond exactement à mes soupçons. Cette famille cache quelque chose de grave et nous devons agir rapidement. » L'enquête officielle commença à l'automne 1896. Mais elle devait se dérouler avec la plus grande discrétion pour éviter que Bernard ne détruise les preuves ou ne fasse du mal à sa famille. Bertrand constitua une équipe d'investigation comprenant un médecin, un assistant social et 2 gendarmes, tous tenus au secret absolu. La première étape consista à surveiller discrètement la demeure Fournier pour établir le nombre exact de ses occupants et leurs conditions de vie. Cette surveillance révéla l'existence de 15 personnes entassées dans la maison, dont plusieurs enfants qui ne sortaient jamais et semblaient vivre dans des conditions déplorables. Le médecin de l'équipe, le docteur François Matet, un homme expérimenté dans le traitement des maladies mentales, fut particulièrement troublé par les comportements qu'il put observer à distance. « Ce monsieur Fournier présente tous les signes d'une démence évolutive », confia-t-il à Bertrand. « Ses gestes, sa démarche, ses monologues, tout indique une personnalité profondément perturbée. » Pendant ce temps, à l'intérieur de la demeure,
La situation se dégradait rapidement. Bernard, conscient qu'il était observé, sombrait dans une paranoïa qui le rendait encore plus violent envers sa famille. Les punitions se multipliaient pour des fautes imaginaires, et il avait commencé à parler ouvertement de solutions finales pour protéger ses secrets. « Si quelqu'un découvre notre bonheur, répétait-il obsessionnellement à Amélie et à Geneviève, je préférerais vous voir morte plutôt que séparée de moi. » Ces menaces de mort poussèrent Amélie au-delà de ses limites de résistance. Pour la première fois depuis 23 ans, elle trouva le courage de défier ouvertement son père. Ce fut lors d'une nuit de décembre 1897 quand Bernard voulut emmener Céleste dans ses appartements pour la première fois. « Non !» dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « Pas elle, pas ma fille. » Bernard, stupéfait par cette rébellion inattendue, réagit avec une violence inouïe. Il frappa Amélie avec une telle force qu'elle s'effondra sur le sol de la cuisine, du sang coulant de sa bouche. Mais au lieu de se soumettre comme elle l'avait toujours fait, Amélie se releva et regarda son père avec une haine pure qu'il n'avait jamais vue dans ses yeux. « Tue-moi si tu veux, dit-elle, mais je ne te laisserai plus toucher à mes enfants. » Cette confrontation marqua le point de rupture définitif dans la famille Fournier. Geneviève, inspirée par le courage de sa sœur, se dressa également contre leur bourreau. Les enfants les plus âgés, Céleste en tête, commencèrent à comprendre la véritable nature de leur situation familiale. « Grand-papa, » dit Céleste avec une maturité qui glaça Bernard, « vous n'êtes pas notre grand-papa, vous êtes notre père. Et ce que vous nous avez fait est mal. » Cette révélation, prononcée par sa propre descendance, acheva de faire basculer Bernard dans la folie complète. Il se barricada dans son bureau avec ses journaux et ses mémoires dynastiques, marmonnant des incantations incompréhensibles et préparant ce qu'il considérait comme le sacrifice final de sa famille. C'est à ce moment critique que l'inspecteur Bertrand décida de passer à l'action. Le 15 janvier 1898, accompagné de ses hommes et du couple Ducret qui avait insisté pour participer au sauvetage, il frappa à la porte de la demeure Fournier avec un mandat de perquisition officiel. Ce qui l'attendait à l'intérieur dépassait ses pires cauchemars et allait marquer à jamais l'histoire judiciaire de la Suisse. Le matin du 15 janvier 1898, restera gravé dans les mémoires lausannoises comme le jour où la vérité la plus horrible fut enfin révélée au grand jour. Quand l'inspecteur Bertrand et son équipe pénétrèrent dans la demeure Fournier, ils découvrirent un spectacle qui défia leur compréhension et ébranla leur foi en l'humanité. La perquisition révéla l'existence de 15 personnes entassées dans des conditions épouvantables. Amélie et Geneviève, amaigries et marquées par les violences répétées, furent trouvées dans un état de terreur extrême, serrant contre elles des enfants au visage creusé par la malnutrition. Les plus jeunes, nés des unions incestueuses, présentaient des malformations visibles qui témoignaient de l'aberration génétique de leur conception. « Mon Dieu !» murmura le docteur Maté en examinant la famille rassemblée dans le salon. « Comment est-ce possible ? En plein 19e siècle, dans un pays civilisé. » Bernard, retranché dans son bureau, opposa une résistance désespérée quand les gendarmes enfoncèrent sa porte. Il était assis derrière son secrétaire, tenant d'une main un pistolet et de l'autre ses précieux journaux. Ses yeux complètement fous parcouraient alternativement les forces de l'ordre et sa famille terrorisée. « Vous ne comprenez pas, » criait-il d'une voix rauque. « Nous sommes une famille parfaite. J'ai créé la pureté absolue. Vous allez détruire des années de travail. » L'inspecteur Bertrand, fort de son expérience avec les criminels les plus endurcis, fut néanmoins bouleversé par cette démonstration de folie. Il s'approcha lentement de Bernard, les mains levées en signe d'apaisement. « Monsieur Fournier, » dit-il d'une voix calme, « posez cette arme. Personne ne va faire de mal à votre famille. Nous sommes là pour les aider. »« Les aider ?» ricana Bernard. « Ils n'ont besoin de personne d'autre que moi. Je suis leur père, leur époux, leur Dieu. Sans moi, ils ne sont rien. » C'est à ce moment que Céleste, faisant preuve d'un courage qui stupéfia tous les présents, s'avança vers son grand-père-père. « Arrêtez, grand-papa, » dit-elle avec une fermeté qui contrastait avec sa jeunesse. « C'est terminé. Nous ne vous appartenons pas. »
Cette ultime trahison de sa descendance brisa les dernières défenses psychologiques de Bernard. Il s'effondra sur son bureau, lâchant son arme et éclatant en sanglots hystériques. Les gendarmes purent l'arrêter sans résistance supplémentaire, emportant avec eux les journaux et documents qui allaient constituer les preuves accablantes de ses crimes. L'évacuation de la famille prit plusieurs heures. Chaque membre devait être examiné médicalement, interrogé séparément et placé sous protection. Amélie et Geneviève, libérées après 23 années de captivité, ne savaient plus comment réagir face au monde extérieur. Elles s'accrochaient à leurs enfants comme à des bouées de sauvetage, redoutant qu'on ne les leur enlève. « Nous ne voulons pas être séparés », supplia Amélie à l'inspecteur Bertrand. « Nos enfants ont besoin de nous. Personne ne vous séparera », lui assura Bertrand, ému par la dignité que conservait cette femme malgré ses épreuves. « Vous êtes libres maintenant, toutes les deux. » Louise Ducret, qui avait insisté pour participer au sauvetage, prit immédiatement en charge l'accueil temporaire de la famille. Sa boulangerie fut transformée en centre d'hébergement d'urgence, où les victimes purent recevoir les premiers soins et commencer leur longue réhabilitation. L'examen médical des enfants révéla l'ampleur des dégâts causés par la consanguinité. Sur les 15 membres de la famille, 8 présentaient des malformations physiques ou des retards de développement significatifs. Marie-Claire souffrait d'une surdité partielle, Édouard manifestait des troubles cognitifs sévères, et plusieurs des plus jeunes montraient des signes de fragilité constitutionnelle qui nécessiteraient des soins médicaux à vie. Le docteur Mathé, chargé de l'expertise médicale, rédigea un rapport qui fit sensation dans les cercles scientifiques de l'époque. Les conséquences de l'inceste répété sur plusieurs générations, écrivait-il, sont dramatiquement visibles dans cette famille. Nous assistons à une dégénérescence progressive qui confirme les théories sur l'importance de la diversité génétique. Mais au-delà des aspects médicaux, c'est la résilience psychologique de certains membres de la famille qui impressionna le plus les observateurs. Céleste, malgré ses 15 ans et les traumatismes subis, faisait preuve d'une lucidité et d'une force de caractère remarquables. Elle servit d'interprète entre ses frères et sœurs terrifiés et les adultes qui tentaient de les aider. « Nous savions que ce n'était pas normal », expliqua-t-elle à l'inspecteur Bertrand lors de son premier interrogatoire. « Mais grand-papa nous disait que le monde extérieur était méchant, que nous étions spéciaux. Il nous faisait peur. » Les témoignages recueillis auprès d'Amélie et de Geneviève permirent de reconstituer l'ampleur du calvaire vécu par la famille. Les deux femmes, d'abord réticentes à révéler les détails les plus sordides de leur captivité, finirent par livrer un récit complet des violences subies pendant plus de 2 décennies. « Il nous disait qu'il nous aimait », raconta Amélie, les larmes aux yeux, « que c'était normal entre un père et ses filles. Nous étions si jeunes, nous ne savions pas que c'était mal. » Geneviève, plus fragile psychologiquement, eut davantage de difficultés à s'exprimer. Les traumatismes répétés avaient altéré sa capacité à faire confiance aux autres, et elle sursautait au moindre bruit, au moindre geste brusque. Il fallut plusieurs semaines de patience et de douceur de la part de Louise Ducret pour qu'elle accepte de raconter son histoire. Pendant ce temps, Bernard Fournier croupissait dans sa cellule de la prison de Lausanne, alternant entre des crises de rage et des phases de prostration complète. Les psychiatres chargés de l'examiner conclurent rapidement à un état de démence avancée, compliqué par des délires de grandeur et une absence totale de remords. Le sujet, écrivait le docteur Samuel Weber dans son rapport d'expertise psychiatrique, présente tous les signes d'une personnalité psychopathique développée sur plusieurs années. Il est incapable de reconnaître le mal qu'il a causé et persiste dans ses délires sur la supériorité de sa méthode d'élevage familial. Le procès de Bernard Fournier s'ouvrit le 15 septembre 1898 devant la cour criminelle du canton de Vaud. Cette affaire, sans précédent dans les annales judiciaires suisses, attira une attention considérable de la presse européenne. Les journalistes affluèrent de Paris, de Berlin et même de Londres pour couvrir ce qu'ils qualifiaient déjà de procès du siècle. L'accusé, amaigri par ses mois de détention et visiblement diminué mentalement,
comparut menotté devant ses juges. Il portait encore son costume sombre, désormais froissé et taché, qui témoignait de sa déchéance. Ses cheveux, autrefois soigneusement peignés, pendaient en mèches grises autour de son visage creusé. Maître Jean-Baptiste Rousseau, l'avocat commis d'office pour défendre Bernard, avait une tâche quasi impossible. Face à l'accumulation de preuves, journaux personnels, témoignages des victimes, expertise médicale, il ne pouvait que plaider la folie pour tenter d'éviter la peine de mort à son client. « Messieurs les jurés », déclara-t-il lors de son plaidoyer, « nous ne sommes pas ici face à un criminel ordinaire, mais face à un malade mental qui a perdu tout contact avec la réalité. Bernard Fournier n'est plus responsable de ses actes depuis des années. » Mais cette défense se heurta à la détermination du procureur général, maître Pierre-Antoine Dufour, qui réclamait la peine capitale pour l'accusé. Dans un réquisitoire qui fit date dans l'histoire judiciaire suisse, il détailla minutieusement les crimes commis par Bernard et leur impact sur ses victimes. « Ce homme, tonna-t-il en pointant l'accusé du doigt, a transformé sa propre demeure en enfer sur terre. Il a violé, torturé et détruit la vie de ses propres enfants pendant plus de 20 ans. Aucune circonstance atténuante ne peut excuser de tels actes. » Les témoignages d'Amélie et de Geneviève, bien que difficiles à entendre, furent déterminants pour la condamnation de Bernard. Les deux femmes, soutenues par Louise Ducret et par un avocat spécialisé dans la défense des victimes, racontèrent leur calvaire avec une dignité qui émut toute l'assistance. « Je veux que justice soit rendue », déclara Amélie d'une voix ferme, « pas seulement pour moi, mais pour mes enfants et pour toutes les victimes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir témoigner. » Céleste, malgré son jeune âge, fut également entendue par les jurés. Son témoignage, empreint d'une maturité précoce, mais aussi d'un espoir touchant, marqua profondément l'opinion publique. « Grand-papa nous faisait croire que nous étions spéciaux, dit-elle. Maintenant, je sais que nous sommes spéciaux, mais pas comme il le disait. Nous sommes spéciaux parce que nous avons survécu. » Le verdict fut rendu le 3 novembre 1888, après 3 jours de délibération des jurés. Bernard Fournier fut reconnu coupable de viol, séquestration, coups et blessures aggravées et d'atteinte aux mœurs sur mineurs. La Cour le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité, évitant de justesse la peine de mort grâce au plaidoyer sur son état mental. L'annonce du verdict fut accueillie par des applaudissements dans la salle d'audience, rapidement réprimés par le président du tribunal. Bernard, qui avait gardé le silence pendant tout le procès, eut une dernière crise de rage quand il entendit sa condamnation. « Vous ne comprenez rien !» hurla-t-il en se débattant avec ses gardiens. « J'ai créé la perfection. Ma famille était parfaite. Vous allez tous le payer. » Ces derniers mots du monstre de Montbenon furent ses dernières paroles publiques. Il fut transféré immédiatement au pénitencier de Thorberg, dans le canton de Berne, où il devait purger sa peine. Pendant ce temps, la réhabilitation de sa famille se poursuivait sous la bienveillante supervision de Louise et Henri Ducret. Le couple, qui n'avait pas d'enfants, avait officieusement adopté toute la famille Fournier, leur offrant non seulement un toit, mais aussi l'affection et la stabilité dont ils avaient été privés pendant tant d'années. Amélie, lentement, apprenait à redécouvrir le monde extérieur. À 33 ans, elle découvrait pour la première fois la liberté de sortir seule, de faire des choix, de parler à d'autres adultes sans craindre les représailles. Cette renaissance était douloureuse, semée d'angoisse et de régression, mais elle était irréversible. « J'ai parfois l'impression de rêver », confiait-elle à Louise lors d'une de leurs longues conversations nocturnes. « Pendant si longtemps, j'ai cru que je mourrais dans cette maison. Maintenant, je ne sais plus quoi faire de ma liberté. » Geneviève, plus fragile, nécessitait des soins psychologiques plus intensifs. Elle avait développé une phobie des hommes qui rendait sa réinsertion sociale particulièrement difficile. Seul Henri Ducret et le docteur Maté parvenaient à l'approcher sans déclencher des crises d'angoisse. Les enfants s'adaptaient plus facilement, comme le font généralement les jeunes esprits face au changement. Céleste, en particulier, montrait une soif d'apprendre et de découvrir qui enthousiasmait ses nouveaux tuteurs.
Elle fut inscrite dans une école privée de Lausanne, où elle rattrapa rapidement son retard éducatif malgré les lacunes de son enseignement domestique. Cette jeune fille a une intelligence remarquable, rapportait son institutrice, mademoiselle Amélie Perrin. Elle dévore littéralement les livres et pose des questions d'une pertinence surprenante pour son âge. L'adaptation des plus jeunes enfants nécessitait des soins médicaux constants à cause de leurs handicaps congénitaux, mais ils bénéficiaient enfin de l'attention médicale appropriée. Marie-Claire, grâce à un appareillage auditif rudimentaire, commençait à développer ses capacités de communication. Édouard, malgré ses limitations cognitives, montrait des progrès dans ses interactions sociales. L'affaire Fournier eut des répercussions qui dépassèrent largement le cadre judiciaire local. Elle contribua à sensibiliser l'opinion publique suisse aux questions de maltraitance domestique et conduisit à la création des premiers services sociaux spécialisés dans la protection de l'enfance. L'inspecteur Bertrand, qui avait mené l'enquête, fut promu et chargé de développer de nouvelles procédures d'investigation pour les affaires de violence familiale. Son travail sur le dossier Fournier servit de référence pour les forces de l'ordre européennes confrontées à des cas similaires. Cette affaire nous a tous marqués, écrivait-il dans ses mémoires publiés en 1905. Elle nous a appris que les pires crimes peuvent se cacher derrière les façades les plus respectables et qu'il faut toujours écouter les signaux de détresse, même les plus faibles. Bernard Fournier ne survécut que 2 années à sa condamnation. Il mourut dans sa cellule de Thorberg en février 1900, officiellement d'une pneumonie, mais les gardiens rapportèrent qu'il avait cessé de s'alimenter plusieurs semaines avant sa mort. Ses derniers moments furent marqués par des délires où il continuait à réclamer sa famille et à proclamer la justesse de ses actes. Sa mort passa presque inaperçue dans la presse, tant son nom était devenu synonyme d'horreur dans l'opinion publique. Seuls quelques journaux mentionnèrent le décès du monstre de Montbenon, généralement pour souligner que justice avait finalement été rendue. Pour Amélie et Geneviève, cette mort représentait la fin définitive de leur cauchemar. Elles purent enfin commencer à construire une nouvelle vie, sans la terreur constante de voir leur bourreau réapparaître. Cette libération psychologique marqua un tournant dans leur processus de guérison. En 1899, la famille avait été officiellement rebaptisée Ducret par adoption légale, effaçant symboliquement l'héritage maudit du nom Fournier. Henri et Louise, qui avaient consacré leur fortune personnelle à l'éducation et aux soins des enfants, furent officiellement reconnus comme leurs tuteurs légaux. Céleste, devenue l'une des premières femmes de sa génération à accéder à l'enseignement supérieur en Suisse, entama des études de médecine à l'université de Lausanne en 1900. Son objectif était de devenir psychiatre pour aider d'autres victimes de traumatismes familiaux. « Je veux comprendre comment l'esprit humain peut se briser », expliquait-elle lors de son admission à l'université. « Et surtout, je veux apprendre à le réparer. » Amélie et Geneviève, soutenues par leur nouvelle famille, commencèrent également à reconstruire leur identité d'adultes libres. Amélie découvrit un talent pour la couture et ouvrit un petit atelier qui employa bientôt plusieurs femmes du quartier. Geneviève, plus introvertie, se consacra à l'éducation des enfants handicapés, développant des méthodes pédagogiques innovantes pour l'époque. En décembre 1900, exactement 25 ans après le début de leur calvaire, la famille se réunit pour célébrer leur premier Noël, en liberté. La scène, touchante dans sa simplicité, marquait l'aboutissement d'un processus de guérison qui avait semblé impossible quelques années auparavant. « Nous sommes enfin une vraie famille », dit Amélie, en regardant ses enfants échanger leurs cadeaux autour du sapin décoré par Louise. « Une famille choisie par l'amour, et non pas imposée par la violence. » Cette phrase, rapportée par les journaux de l'époque, devint symbolique de la capacité humaine à surmonter les traumatismes les plus profonds et à reconstruire l'espoir même après les expériences les plus sombres. L'affaire Fournier s'achevait ainsi sur une note d'espoir et de rédemption. Les victimes avaient non seulement survécu à leur bourreau, mais elles avaient réussi à transformer leur souffrance en force pour aider d'autres personnes en détresse. Leur histoire,
si elle reste l'une des pages les plus sombres de l'histoire criminelle suisse, témoigne également de l'extraordinaire résilience de l'esprit humain face à l'adversité. La demeure de Montbenon fut détruite en 1901, ses pierres dispersées et son emplacement transformé en jardin public. Une plaque commémorative, installée en 1925, rappelle discrètement le drame qui s'y déroula, tout en honorant la mémoire des victimes qui trouvèrent la force de briser le silence et de chercher la justice. Aujourd'hui encore, l'affaire Fournier est étudiée dans les universités européennes comme un cas emblématique de maltraitance familiale et de résistance victimaire. Elle a contribué à faire évoluer les législations sur la protection de l'enfance et reste une référence pour les professionnels confrontés à des situations de violence domestique. L'histoire de cette famille maudite, née dans l'horreur mais sauvée par la solidarité humaine, continue d'inspirer ceux qui luttent contre toutes les formes d'oppression familiale. Elle rappelle que même dans les circonstances les plus désespérées, l'espoir peut renaître et la justice peut triompher. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur, mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.